et merci d'être venus aussi nombreux pour le 3e numéro de l'Agora. Il y en aura sans doute à suivre bien davantage, mais ce soir, comme vous avez pu le constater, nous allons traiter du sujet de l'éthique et vu de manière transdisciplinaire avec, comme vous avez pu le constater, si vous avez jeté un petit coup d'œil sur le programme, un aspect un peu plus médical, un aspect philosophe en lien avec ce que nous avions eu la dernière fois lors de la dernière Agora, un aspect autour des sciences avec l'apport d'un chercheur en chimie et aussi d'un docteur et donc d'un doctorant, comme ça a pu être marqué, par la suite en psychologie et économie. Voilà, donc sans faire plus attendre, je vais laisser la parole aux 2 premières intervenantes qui vont donc nous proposer une réflexion sur le don d'ovocytes en France. Ah oui, petite parenthèse. Excusez-moi les filles. On s'excuse, il n'y a pas de micro, donc bien évidemment, si tout un chacun peut pousser la voix, n'hésitons pas. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Inès Drira, je suis étudiante en 3e année de médecine. Et moi je suis Hélène Grégoire, je suis étudiante en 6e année de pharmacie. Et nous faisons toutes les 2 parties du Café Bioéthique étudiant, une autre association traitant de bioéthique. Donc on va vous parler des questions posées par le don d'ovocytes dans le contexte français de pénurie. Donc est-ce que vous savez ce que c'est qu'un ovocyte ? Donc, non, c'est l'équivalent du spermatozoïde mais pour les femmes. Donc ces techniques elles sont utilisées dans l'assistance médicale à la procréation qui peut être réalisée avec les gamètes du couple ou alors avec un donneur. Et c'est dans ces situations qu'on a besoin de dons d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Donc pour commencer, je voudrais dire que dans cette réflexion, on va juger personne. Tous les enfants qui sont issus de ces techniques, ils ont la même dignité que tout le monde en fait. Donc on n'est pas là pour juger. Donc cette réflexion, elle est utile pour orienter le législateur, pour voir si il faudrait modifier les lois actuelles ou pas. Et c'est aussi important pour savoir comment orienter les personnes stériles qui sont vraiment en souffrance. Donc chaque année en France, il y a 2% des enfants qui naissent par assistance médicale à la procréation. Donc c'est souvent autologue, mais c'est-à-dire avec les gamètes du couple, mais il y a de plus en plus de dons. Voilà. Donc pour obtenir ces ovocytes, pour le don d'ovocytes, on va utiliser une stimulation hormonale. Donc au lieu d'obtenir un ovocyte par cycle, on va ici en obtenir 5, 10, voire 15. Et les embryons qui seront surnuméraires, on va les congeler, on va les conserver dans l'azote liquide. Donc je vais commencer par un état des lieux. Donc en France, c'est l'Agence de la biomédecine qui s'occupe des transplantations d'organes et également du début de la vie, qui va s'occuper des dons de gamètes. Donc en 2011, il y a eu un état des lieux et perspectives du don d'ovocytes en France qui a été réalisé par les membres de l'Inspection générale des affaires sociales. Donc il y a eu une enquête autour de ce sujet. Et en 2012, il y a eu un rapport annuel sur le dispositif de vigilance qui est relatif à l'assistance médicale à la procréation. Et on a constaté une sous-notification très importante des effets indésirables qui sont liés à l'assistance médicale à la procréation. Donc le cadre juridique français. En France, le don d'ovocytes, il est soumis aux mêmes règles que le don d'organes, c'est-à-dire il est anonyme et gratuit. Donc il y a aussi d'autres règles qui encadrent ces situations. Donc pour la receveuse, il faut que ce soit des raisons strictement médicales, c'est-à-dire au moins 60% de déficit ovarien exocrine. Je sais pas si... Donc, ou alors un risque de transmission d'une maladie grave,
un échec de l'assistance médicale à la procréation. Il faut que ce soit une femme en couple hétérosexuel, en âge de procréer. Il faut que le conjoint soit vivant et il faut un consentement du conjoint. Et ensuite, il y a aussi une limitation du nombre d'ovocytes à implanter. Donc pour la donneuse, il faut qu'elle soit majeure, il faut qu'elle ait moins de 37 ans. Donc on va lui faire des examens médicaux pour vérifier la qualité des ovocytes en fait. Et si elle a un conjoint, il faut son consentement aussi. Donc ces règles, elles sont là pour minimiser les risques. Donc il n'y a pas de... Je crois qu'il y a une diapo. Voilà. Il n'y a pas de marchandisation de ces ovocytes. Il faut que l'ovocyte soit d'une bonne qualité pour avoir un enfant normal, sans maladie grave. Il faut qu'il n'y ait pas de risque pour la donneuse et pour la receveuse. Et il faut que ce soit efficace. Donc ces techniques, elles sont prises en charge à 100% jusqu'au 43e anniversaire de la femme, de la receveuse. Donc, je vais vous donner quelques données quantitatives. Donc, en 2011, il y a eu 815 tentatives de fécondation in vitro et on a obtenu 175 enfants. Donc la demande, elle est supérieure à 2 fois l'offre. Il y a 1800 couples qui sont en attente de dons. Le délai d'attente, c'est de 18 mois à 3 ans, donc c'est très important. Et il y a vraiment une perte de chance. Donc les conséquences de cette pénurie, ça va être un don relationnel. Donc on fait un marché avec la donneuse pour réduire son délai d'attente. Ou alors le recours à des centres étrangers dans 85% des cas. Donc si on a recours à un centre étranger, si la femme receveuse, elle aurait pu être remboursée en France, on va lui rembourser le 1/3 des dépenses. Et si elle n'était pas éligible en France, on ne rembourse pas. Donc quelles seraient les mesures envisageables face à cette pénurie? Donc on pourrait faire une régulation du marché par l'offre et la demande, comme ça se passe aux États-Unis par exemple. Ou alors rémunérer les donneuses, mais en France, la mentalité est contre l'argent. Donc on a plutôt choisi de dérouler le tapis rouge aux donneuses et donc de chercher à les inciter à donner par des campagnes de publicité, par exemple, une meilleure prise en charge. Voilà, maintenant qu'on a eu quelques informations strictement scientifiques et législatives, on va se poser des questions plutôt au niveau de l'éthique, parce que c'est vrai qu'en France, on a de la chance d'avoir des normes techniques pour garantir une bonne sécurité sanitaire. Donc en France, elles sont vraiment strictes, mais il faut savoir qu'elles sont quand même pas infaillibles et qu'il peut arriver que des enfants naissent par AMP avec des maladies génétiques. En soi, il y en a vraiment très peu, mais pour les parents qui reçoivent cet enfant avec une maladie génétique et qui n'ont pas été préparés, parce que souvent on pense que la science est toute puissante et qu'elle est infaillible, justement, ça peut être tragique. Ensuite, il faut savoir que donc en France, il y a très peu de donneuses, parce que les risques pour la donneuse, il y en a quand même, et puis donner comme ça, sans rien attendre en retour, c'est quand même pas rien. Donc en France, on est contre la rémunération en espèces, mais il peut arriver quand même qu'on puisse, que ceux qui cherchent des donneuses puissent promettre des voitures ou des machines à laver ou des choses en échange d'un ovocyte. Et c'est quand même un échange un peu particulier d'échanger un ovocyte contre quelque chose. Alors, comme on est en pénurie de dons, beaucoup de couples se tournent vers l'étranger, mais à l'étranger, malheureusement, il n'y a pas autant de normes techniques et la sécurité n'est pas aussi bonne. Il peut y avoir beaucoup plus d'enfants qui naissent avec des maladies génétiques, donc c'est quand même plus embêtant. Ensuite, l'anonymat, ça dépend des pays. Parfois, il est respecté, parfois non. Alors, ça dépend de ce qu'on pense. On peut être pour ou contre. Ça dépend de chacun. Et la rémunération, par contre, dans tous les pays qui ont assez de donneuses, elle est effective.
Et c'est vraiment un problème parce que ça peut occasionner toutes les dérives et augmenter les différences. Par exemple, les couples riches peuvent se payer des ovocytes venant d'une jeune fille ayant fait Harvard ou des grandes études et qui est belle, et qui donc ces ovocytes sont beaucoup plus chers que par exemple d'autres ovocytes d'une jeune fille qui n'aurait pas fait tant d'études, et ça augmente encore plus les disparités. Ensuite, on peut évaluer aussi le bénéfice-risque, parce qu'en fait, pour la donneuse, c'est pas anodin, et il faut savoir qu'il y a quand même des effets indésirables. Donc j'ai cherché sur les sites de l'Agence de la biomédecine et sur les sites du don d'ovocytes. J'ai pas réussi vraiment à trouver le pourcentage d'effets indésirables, mais j'ai vu qu'il pouvait être de 10 à 30 fois supérieur par rapport au don du sang, sachant que le don du sang, il y a 1,5 pour 1000 d'effets indésirables graves. Je parle que des effets indésirables graves, parce qu'après il y a les autres effets indésirables plus bénins. Donc d'après l'Agence de la biomédecine, il y a eu plus de 2000 journées d'hospitalisation à cause d'une assistante médicale à la procréation. Ça peut être à cause de l'anesthésie ou alors dû à la stimulation ovarienne. Parce qu'on voit que la stimulation ovarienne, vous voyez, que c'est souvent à cause de cette hyperstimulation qu'il y a des effets indésirables. Parce qu'on injecte quelque chose à la donneuse pour qu'elle ait une production d'ovocytes augmentée. Mais ça provoque beaucoup de dérèglements sur la femme. Et les effets indésirables sont dans les 3/4 des cas graves. Comme on le voit en 2012, les incidents non graves, effets indésirables non graves, il y en a quelques pourcents. Et effets indésirables graves, 76%. Et donc on le voit que souvent, à cause de cette hyperstimulation ovarienne, il peut y avoir des effets indésirables. Ce qui n'est pas anodin, parce qu'il faut que la donneuse soit informée de cela. C'est la condition indispensable pour un consentement libre. Donc il faut se demander si l'information est donnée de façon neutre et sans cacher ce qui peut se passer, ou sans bien sûr exagérer. Ensuite, on peut se poser la question, donc il y a des effets indésirables qui pourraient potentiellement provenir chez la donneuse. Est-ce qu'on peut se dire peut-être le bénéfice quand même est beaucoup plus grand, c'est donner un enfant à un couple qui n'en a pas, ça n'a quand même pas de prix. Mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même une faible réussite, moins de 20% des essais sur les AMP réussissent, parce que on peut décider de faire une assistante médicale à la procréation et que en fait ça marche pas, et on le voit dans 80% des cas, c'est un échec. Il faut essayer plusieurs fois, et parfois même après plusieurs essais, c'est l'échec total. Mais bon. Après, on peut se poser la question aussi sur l'argent que ça coûte. Bon, c'est vrai que par rapport à la santé, on ne parle pas trop d'argent. D'ailleurs, c'est bien, parce que c'est la santé le plus important. Mais on est quand même dans un contexte de réduction des dépenses, et c'est une question qu'il faut tout de même aborder et ne pas cacher tout de même. Ensuite, le don d'ovocytes, c'est pas la même chose qu'un don d'organes classique, parce que le don d'organes en fait est là pour pallier à un déficit ou pour soigner une maladie, alors que le don d'ovocytes, personne n'est malade, il n'y a pas de vie en jeu, c'est pour donner la vie, mais il n'y a pas de maladie à traiter. Donc il ne faut pas confondre les deux. Le don d'ovocytes n'est pas un don d'organes c'est pas un don d'organes tout court, c'est un don d'ovocytes. Ensuite, pour l'enfant, on peut se demander, pour l'anonymat, c'est vrai qu'il
l'anonymat pour la donneuse est quand même souhaitable parce que celle qui donne n'a peut-être pas envie de savoir ensuite si un enfant est né ou que deviendra ses ovocytes et quelle personne ça touchera et si elle se retrouve... elle n'a pas envie de savoir. Mais après, pour l'enfant, ça peut être difficile à vivre parce qu'il est privé d'une partie de ses origines biologiques. Et ça, mine de rien, même si on veut l'occulter, c'est important pour l'homme en général. J'ai une amie qui a appris l'année dernière que ses parents avaient fait appel à un donneur de spermatozoïdes et en fait ça change quelque chose, même si son père, c'est son père qui l'a élevé bien sûr, c'était c'est des questions qui se posent à tout homme, même si bien sûr on est très... voilà. Enfin, voilà, pour finir, on peut se poser la question de la pertinence, quand commencer ou quand arrêter de faire une AMP. Les médecins disent le plus tôt possible, bien sûr, pour ne pas perdre de chance, mais il faut aussi laisser sa chance à la fertilité spontanée parce que on est dans ce contexte de tout de suite et parfois d'avoir un enfant ça prend du temps et il faut laisser la fertilité naturelle de s'exprimer. J'avais vu que sur 100 femmes en âge de procréer de plus de 40 ans, 52 femmes avaient un enfant de façon naturelle, 12 femmes avaient un enfant par AMP et 46 femmes n'ont pas d'enfant du tout. Donc on voit que par AMP, il y a quand même... Bon, ça peut aider, mais de façon naturelle aussi, si on laisse le temps, parfois ça peut marcher aussi. Et aussi, le désir d'enfant, c'est très important vraiment. Mais il y a aussi la limite du corps humain et la technique n'est pas toute puissante. Quand je travaille en pharmacie et je me rappelle d'une dame qui était venue et qui me disait qu'elle avait du mal à marcher, qu'elle était en colère contre le médecin qui faisait rien. Mais en fait, cette colère contre le médecin l'empêchait de faire un peu le deuil de sa bonne santé parce que quand le corps ne peut pas tout faire et que parfois il a des déficiences que rien ni personne ne pourra combler. Donc c'est parfois aussi dur à accepter. Il faut réussir à pas faire d'acharnement thérapeutique, c'est ça le principal pour pas maintenir un espoir qui enfin à la fin conduira à des échecs répétés et le dernier échec sera encore plus dur à supporter. Voilà. Alors le don d'ovocytes, on peut se poser la question, il y a des très très bons points parce que donner un enfant c'est quelque chose d'inestimable. Après il y a aussi des côtés négatifs qui existent et qu'il ne faut pas non plus occulter pour la donneuse et les effets indésirables pour la receveuse qui sera très heureuse de recevoir l'enfant mais qui peut aussi recevoir échec sur échec et vraiment à la fin aucune autre possibilité et qu'elle n'aura pas fait le deuil. Sur le plan bioéthique aussi, parce que pour un enfant né, il y a destruction de 17 embryons et ensuite pour l'enfant qui sera né, est-ce qu'on lui dit ou on ne lui dit pas et aussi est-ce qu'on pourra lui expliquer qu'il y a une partie de ses origines génétiques qui ne sont pas tout à fait celles qu'il aurait pu imaginer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme le veut la tradition, maintenant, on en arrive au moment du débat. Donc, rappelons-nous de ces quelques principes que je vais distribuer la parole en fonction de qui la demandera et les réponses ou les apports ou les questions que vous aurez amenées ne doivent pas être ni conflictuelles ni dogmatiques, mais bien dans l'intérêt d'une réflexion commune. Alors, est-ce que quelqu'un sur ce sujet a quelque chose à dire ? Oui. Oui, c'est vrai que ça
savoir, je sais que toutes ces décisions sont prises par un comité d'éthique qui a fait une décision vers la mais est-ce que vous savez s'ils se sont posé la question par rapport au fait que actuellement on manque de ressources dans plusieurs domaines et la cause est l'explosion démographique dans l'ensemble de la population sur Terre, et est-ce que le fait d'essayer de donner la vie, même si, à des gens, alors qu'il y en a déjà beaucoup qui naissent, n'est pas déjà problématique? Et est-ce que éthiquement c'est Non, sur ça, quand on donne la vie, on ne s'occupe pas de la population démographique ni du... je pense que c'est pris en compte. Je sais pas, le législateur, je pense que... Les législateurs ne vont pas dire non, vous n'allez pas avoir d'enfants parce qu'il y a trop de monde sur Terre, non? Disons que le législateur, pour le moment, n'est pas nécessairement dans ce point de vue de décroissance, en effet. Oui. Il n'est pas, le législateur n'est pas nécessairement inscrit dans la dynamique de la décroissance, qui serait de dire faisons moins de gamins. Ouais. Par exemple. Oui. En fait, j'avais un peu le même type de question, mais je vais la poser autrement. Est-ce que la perte de fertilité, bien que ce soit douloureux pour le couple, est-ce que c'est pas quelque chose de nécessaire à la survie de l'humanité? Au problème démographique croissant qu'il y a, et sachant les chiffres 2050, lors de notre carrière. Alors, quelle est votre réponse? Bonne chance. Je pense que ce soit une réponse ou pas à l'explosion démographique, je pense pas que quelqu'un ait décidé que telle personne soit infertile pour diminuer la démographie. C'est pas une réponse à l'explosion démographique, c'est juste l'état de... Pas dit que quelqu'un avait décidé. Je dis, est-ce que c'est pas un phénomène naturel, finalement ça se produit, et est-ce que c'est pas quelque chose qui serait nécessaire si on y remédie et que effectivement on devient tous fertiles et qu'on fait des enfants? Est-ce que ça serait nécessaire? Est-ce que ça va pas être un problème aussi? En fait, c'est pas une punition divine. Voilà. je sais pas, le problème c'est que ces personnes qui sont infertiles, c'est vraiment ça leur pèse vraiment, et on pourrait dire aussi est-ce que greffer un organe, quelqu'un qui va mourir, est-ce que c'était pas aussi réguler, est-ce qu'il n'allait pas mourir pour réguler la démographie, et est-ce que donc du coup on sait pas trop, on répond juste à la souffrance et le problème dans le don aussi, c'est qu'on a l'impression que c'est l'adoption plus l'accouchement. Moi ça me fait penser, j'ai l'impression que les femmes qui font ça, elles sont quand même un peu masochistes dans le sens où elles ont envie quand même d'avoir leur vagin qui s'écarte de 20 cm pour faire sortir un enfant, alors que l'adoption c'est une solution aussi. Alors, on va continuer les paroles, désolé, mais il y a des là, il y en a pas après. Donc, moi j'aimerais définir un peu plus d'accord. Vous avez comparé le don d'ovocytes au don d'organes en disant qu'avec le don d'organes, il y avait un intérêt thérapeutique qui n'était pas avec le don d'ovocytes. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le cadre actuel juridique de l'AMP ne permet qu'à des couples dont l'infertilité est médicalement constatée. Donc, on a affaire à une infertilité qui est donc thérapeutique. Donc, le don d'ovocytes rentre aussi avec un intérêt thérapeutique, et celui de rendre un couple infertile, je dirais, fertile. Même si il fait qu'on a un don d'ovocytes, un billet de gamme. Donc voilà, on pourrait se mettre en désaccord face à ça, parce que l'AMP est là pour les couples hétérosexuels, donc c'est pour je me répète, pour une infertilité qui est thérapeutique, médicalement constatée. Et donc, du coup, c'était pour empêcher les infertilités sociales, notamment chez les couples homosexuels. Et donc, du coup, voilà, pour moi, le don d'ovocytes reste aussi dans un cadre thérapeutique tel qu'il est construit aujourd'hui en France, tel que le régime de l'AMP est construit aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous souhaitez répondre? Oui, c'est vrai que pour le moment, c'est encore pour l'intérêt thérapeutique, mais que ça peut devenir pour l'infertilité sociale. Pour l'instant, les choses
Ouais, c'est vrai. Oui. Bon, par rapport aux questions qu'il y a eu avant, j'aimerais intervenir, si c'est possible dans l'agora, et ensuite poser une question à nos deux intervenants. Par rapport aux questions qui ont été posées, j'aimerais en poser une autre. Est-ce que, par rapport à cette population grandissante et quand la maladie nous tombe dessus, ne devrions-nous pas ne pas fournir d'antibiotiques à nous malades? Parce que c'est la même question. Et quelque part, on contribuerait à ne pas augmenter la population. Je pense qu'il faut quand même replacer les choses dans un contexte. C'est un acte médical. Ce ne sont pas des hommes contre des femmes. Il n'y a pas d'un côté des femmes qui veulent absolument avoir un enfant. Il y a une maladie qui fait qu'un enfant ne peut pas être obtenu et donc une pratique médicale qui permet à ces femmes, à ce couple, parce que c'est un véritable couple qui est formé, d'obtenir ses enfants, et donc de vouloir replacer ce traitement dans un contexte d'augmentation de la population mondiale qui à terme entraînerait le chaos, je pense que c'est grave de conséquences et il faut de toute manière le préciser. On pourrait aussi dire que l'agriculture dans nos pays développés devrait interdire l'usage des pesticides, puisque les maladies qui s'abattent sur les récoltes, ou la peste et le choléra, sont des systèmes de contrôle des populations et on devrait laisser à ce titre se générer des maladies. Donc attention dans ce contexte, parce qu'on est quand même dans une université, d'acquisition du savoir et de la relation au progrès. Je pense que c'est deux domaines complètement différents et il faut en permanence aller vers cette acquisition de connaissances et cette amélioration, on va dire, du quotidien. Ensuite, la question que j'aimerais poser par rapport à cette procréation médicalement assistée, c'est de voir un peu le panel justement sur la planète, de voir les pays qui le font le plus usage. Est-ce que c'est vraiment dans nos pays industrialisés? Est-ce que c'est une technique qui est accessible à tout un chacun, à tout le monde, à tous les pays de la planète? Est-ce qu'il faut une technicité très élevée, très élaborée? Est-ce que ça ne peut se faire avec un milieu hospitalier de haut niveau? Est-ce qu'il faut des équipes médicales qui soient formées à tous les échelons? Est-ce qu'il y a des prises en charge psychologiques également par rapport aux questions que vous avez soulevées de la paternité ou de la non-paternité, de la maternité ou la non-maternité, savoir que ce n'est pas forcément notre mère qui nous a conçus? Comment tout ceci est globalement pris en charge? Alors c'est surtout donc dans nos pays industrialisés parce qu'il faut quand même beaucoup de techniques. Injecter on ne dit pas injecter, mais mettre un spermatozoïde en contact avec un ovule, c'est très compliqué et ça demande, c'est très cher et il faut beaucoup de techniques. Donc c'est sûr que en Afrique, par exemple, ça se fait beaucoup moins, il faut beaucoup de structures. Et il y a aussi la prise en charge psychologique de la mère, de la donneuse, avec l'accord du conjoint. Enfin, c'est beaucoup c'est vraiment quelque chose qui se fait beaucoup, par exemple, aux États-Unis, en Espagne, ici aussi. Enfin, c'est surtout dans nos pays industrialisés, vraiment. Alors, moi, j'ai une question par rapport au comité de l'éthique, de la bioéthique. Alors, la première, c'est qui le constitue, et la deuxième, sachant que c'est lui qui érige les règles, est-ce qu'il y a envisagé pour l'instant une discussion de nous, de gens qui ne sont pas forcément très au point à ce sujet? Est-ce qu'ils ont prévu d'avoir des réunions d'information pour justement expliquer la problématique et laisser peut-être le choix à nous de la conduite à tenir? Alors ils essayent de prendre l'avis de tout un chacun justement, mais c'est pas évident. Par exemple, au café bioéthique justement de la fois dernière, il y avait un intervenant qui est au comité consultatif d'éthique et qui était là pour recueillir nos avis aussi et ensuite le faire remonter au comité d'éthique. Et ils piochent comme ça un peu dans les groupes, mais c'est vrai que après la population auquel ils demandent, c'est ceux qui s'intéressent à l'éthique surtout. Je ne sais pas si des sondages ont été faits, mais je ne sais pas trop. Lecteur.
Voilà. Toi. Il me semble que j'ai vu que le donneur a besoin de l'accord de son conjoint pour donner. Est-ce que vous savez d'où ça vient et si elle a la crise pour le don de spermatozoïdes? Et si, d'où ça vient et si quoi, pardon? D'où ça vient et si quoi? Et si il y a la même chose pour le don de spermatozoïdes, si la l'accord de la conjointe? Oui, il y a besoin pour les spermatozoïdes aussi de l'accord. Parce que, oui, en fait, il faut l'accord des deux, parce que justement, le don d'ovocytes, c'est pas comme un don d'organes classique, en fait, l'ovocyte sera amené à devenir un enfant, et il faut que, en fait, la donneuse, quelque part, elle sait qu'elle aura une moitié d'elle quelque part, donc il faut que le conjoint soit au courant, parce que enfin, ça peut occasionner beaucoup de choses. Mettons, après, on peut imaginer tout et n'importe quoi, mais il peut y avoir une donneuse qui donne des ovocytes et qui deviendront, par exemple, des gens de différentes régions, mais en fait qui seront sœurs ou demi-sœurs, puisque, enfin, c'est quelque chose de... C'est pas un don d'organes classique, donc il faut l'accord des deux. Et puis il y a un accompagnement psychologique aussi. C'est pas quelque chose d'anodin, quoi. Il reste combien de personnes qui veulent parler là? Ça sera pas la deuxième, je suis pas sûr. Alors attends, donc une main, deux mains. Je pense que ça vient un truc. Allez, 3 dernières paroles. Je t'en prie, si tu veux répondre, vas-y. C'était par rapport à la question, est-ce qu'on nous demande ça? Il y a eu, il n'y a pas longtemps, une demande à des personnes, à des citoyens lambda, à qui on a posé la question sur un certain type d'euthanasie, de savoir pour l'euthanasie médicale, les règles qu'on devrait appliquer, tout ça, donc ça existe des cas de demande à des citoyens. On fait pas un référendum total, mais ça fait. On est d'accord, la stérilité d'une femme est considérée comme une maladie. Et dans ce cadre-là, on propose des solutions justement contre cette maladie. Et sauf que la stérilité n'est pas juste pour les femmes hétérosexuelles. Donc pourquoi est-ce que dans le cas, c'est un peu l'hypocrisie de la refuser à d'autres qui seraient quand même victimes de la même maladie? Et sans proposer de solution, parce que ça... En fait, c'est une question d'égalité. Si on l'autorise à des femmes homosexuelles, les hommes homosexuels seront lésés, puisque... C'est une stérilité maladie, pas une question de stérilité, enfin d'une stérilité biologique. Oui, non, mais... je veux dire, un homme et une femme, s'il n'y avait pas de dysfonction, enfin de problème physiologique, ils pourraient naturellement avoir des enfants, alors que dans le cas de deux femmes, par exemple, elles ne pourraient pas en avoir. C'est ça le principe, en fait. Il faut quand même avoir un enfant naturellement. Oui, mais ce ne serait pas leur couple. Oui. Comment? Enfin, elle pourrait avoir avec un donneur au final, qui serait pas dans le couple, quoi. Après, si on pense passer par un donneur, par une banque, des choses de solution, mais c'est quand même, il y a quand même le problème de la maladie derrière. Mais du coup, c'est quand même intérêt, je veux dire, dans le cas, quand c'est assisté comme ça, il y a quand même la moitié du patrimoine génétique d'un des parents qui va être donné à l'enfant. Tandis que là, du coup, ça revient à l'adoption en quelque sorte, avec la grossesse en plus, comme disait. Pas forcément, ça peut être avec quelqu'un de consentant, sans forcément passer par. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut aussi un certain enfant, mais. Sans parler tout ça, juste sur le fait que c'est quand même une maladie derrière et qu'au final, c'est quand même exclure quelqu'un d'un traitement. Là, on ne va pas la traiter, on va pallier au manque d'enfants, mais... Non, je parle pas du manque d'enfants, de traiter justement cette stérilité. Après, ça se passe après. Mais la traiter, justement, on ne peut pas la traiter dans le cadre de l'AMP. On s'écoute, s'il vous plaît.
Voilà, il y aura l'homme, sauf que là, on a un autre homme. Enfin, je comprends que juste de cette maladie. Je comprends pas. Je crois que, si je peux reformuler, je crois que dans le cas de, par exemple, de deux femmes homosexuelles, une serait stérile. C'est ça? Voire les deux. Voire les deux. Le jeu du hasard ayant parfois des probabilités incertaines, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la médecine fait? Est-ce qu'on, du coup, on utilise, est-ce que ce processus-là peut être adapté ou est-ce que non? Et auquel cas, est-ce que c'est pas une forme d'inégalité? C'est ce que tu voulais dire? Parce que là, il y a une maladie, sans oui, oui. dans le contexte social, il y a quand même une maladie. Justement, je fais le point de maladie sur un contexte social, c'est hypocrisie. Oui. On est en train d'y réfléchir dans le... Réponse au prochain épisode, mais c'est intéressant de se poser cette question-là. Je voudrais simplement, à moins qu'il y ait des prises de parole terribles, mais juste émettre moi quelque chose, parce que concernant finalement la reproduction humaine, beaucoup de questions éthiques se posent, que ce soit dans le cadre de la PMA, de la GPA, de ce qu'on peut entendre aujourd'hui par rapport au corps et qu'est-ce qu'on en fait. J'aimerais poser la question, est-ce que ça ne serait pas mieux d'en arriver à quelque chose du type Bienvenue à Gattaca, je ne sais pas si vous avez vu le film. On choisit, on sélectionne les meilleures choses, on fait ça dans des poches à l'extérieur, comme ça plus de contraintes pour les femmes de devoir porter un enfant pendant 9 mois, qui est quand même un sacerdoce pas possible. Et puis en même temps, avec la possibilité d'avoir une sélection, afin d'éviter peut-être de faire 50 enfants pour en avoir un bien, mais directement d'avoir le meilleur. Là, on est dans l'extrême, mais... Il y a de l'humour, mais ce que je veux dire, c'est dans quelle mesure, à un moment donné, on ne va pas arriver par l'utilisation ou par l'imagination de la procréation extra-utérine à l'extérieur du corps de la femme, est-ce qu'on n'arrivera pas à pallier quelque part ces problématiques-là? Justement, il faut se poser la question avant d'en arriver là, parce que à force d'accepter d'aller plus loin, parce que techniquement, à la fin, on pourra le faire peut-être, mais tout ce qui est techniquement possible n'est peut-être pas éthiquement souhaitable. Merci.